Salut et bienvenue dans le 39e épisode du podcast de Contournement. Je m'appelle Alexis et je reçois Pierre Tillement avec qui je souhaitais clore cette 3e saison et surtout l'année 2020. C'est assez symbolique, mais Pierre est un membre de la première heure de notre communauté et j'ai pu suivre tout son parcours initiatique en tant que no-codeur. En retraçant ce parcours justement, et surtout l'année écoulée, on fait ensemble une rétrospective sur une année qui aura bouleversé le monde, mais aussi vu l'essor du mouvement no-code des deux côtés de l'Atlantique. Je tenais à ce qu'on enregistre cet épisode en physique, un petit peu symboliquement également, et donc une très bonne énergie pour finir cette année, d'autant que notre ami Stanislas Verjus était de passage pour se joindre à nous. Sur ce, on va faire une petite pause de quelques semaines pour le podcast, mais on reviendra évidemment fin janvier, avec une saison 4, j'espère toujours plus inspirante. Bonne fête à tous et profitez de ce dernier épisode. Salut Pierre, c'est un grand plaisir que je te reçois pour qu'on enregistre ensemble le 39e épisode du podcast de Contournement. C'est le dernier épisode de la saison 3, donc on va clore l'année ensemble, cette année 2020, une année assez étrange, je pense qu'on en conviendra tous, mais qui a été un vrai tournant dans le no-code, je pense. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le ressens, et justement, on va reparcourir ça ensemble. C'est un peu symbolique, je tenais à finir l'année avec toi pour deux raisons. C'est que déjà, tu es tout premier inscrit sur notre Slack, après Erwan et moi, et notre amie Julie aussi, que je salue au passage. Et donc, on a fait quand même, mine de rien, un sacré bout de chemin ensemble dans cette communauté. Et puis aussi parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer physiquement au mois de février, au début de l'année, à une époque où, je sais pas si tu t'en souviens, moi, ça restait c'était quelques semaines avant le début de la pandémie. Donc on était encore plein d'insouciance, plein d'illusions, plein d'espoir sur cette année à venir. Et puis en fait, qui s'est, je pense, pas du tout passé comme prévu. Donc voilà, on va un petit peu faire ce bilan ensemble. Voilà, du coup, j'avais envie, dans cette heure à venir, que tu nous racontes un peu ton année, ton parcours avant aussi, évidemment. Comme ça, c'est un petit peu l'occasion de faire une petite rétrospective de 2020, du no-code à l'échelle internationale. J'étais très impliqué aussi dans la communauté en dehors de France. Ça, c'est vraiment un focus qui va m'intéresser. Et puis, petit bonus, on a notre ami Stan, qui était de passage, qui se joint à nous. Donc, même si malheureusement, il me manque un micro pour qu'il puisse parler tout le temps, mais je te passerai le micro. Alors, on va se débrouiller si tu as des choses à nous dire. Voilà, c'est une longue intro, donc du coup je vais te laisser la parole pour te présenter. Je m'appelle Pierre, donc je suis de région parisienne, ancien entrepreneur et cofondateur d'une boîte en Belgique et maintenant no-code maker et freelance à temps plein. Et donc je me lance doucement là maintenant, et 2021 va être la grosse année pour se lancer là-dedans. Merci pour l'invite. Ouais, c'est vrai que j'étais là, je pense, un peu au tout début. D'ailleurs, c'était quoi, l'été dernier ou un peu avant ? C'était tout début septembre, je crois qu'on a créé le Slack. Ouais. J'aurais dû retrouver la date, tiens, j'ai pas pensé. Mais bon. Et donc j'ai pu voir un peu l'évolution, et donc c'était hyper cool de voir la communauté française se construire et se développer. Et voilà. Voir et en être acteur aussi. Je pense que j'ai l'impression que cette année, pour toi, ça a été quand même... Il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'évolutions, et un peu un tournant aussi qui t'a amené... Parce que quand on s'est connus au début de l'année, quand tu as rejoint la communauté, tu faisais une start-up, le Tiro, avec du no-code dedans, ça tu vas un petit peu nous raconter. Et puis maintenant, tu es freelance no-codeur. Donc il y a eu toute une évolution là-dedans, et une vraie... je pense un vrai changement qui est aussi... il y a d'autres gens un peu dans ton cas, quoi. Moi j'ai l'impression, tu vois, j'ai un peu du coup observé ça depuis le moment où on se connaît, et j'ai l'impression d'avoir aussi d'autres gens qui ont suivi ou qui vont suivre ce chemin, et donc je pense que tu traces un petit peu la voie aussi pour certaines personnes, donc c'est pour ça vraiment que ça m'intéressait qu'on reparle de ça. Alors, si on repart un petit peu plus loin, déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait comme étude, juste pour qu'on comprenne, tu vois, justement comment on arrive à Hello Tiro? Alors moi, le petit côté particulier, c'est que je jouais beaucoup au golf étant plus jeune. Donc j'ai fait tout mon lycée dans le sud de la France, dans un centre un peu équipe de France jeune de golf. Donc c'était vraiment ma passion. J'en ai fait depuis que j'ai 10-12 ans, et donc à fond là-dedans, et on passait nos journées à jouer. Après, donc moi, l'opportunité, c'était de partir aux États-Unis pour continuer mes études et faire du golf à haut niveau. Donc je suis parti au Texas 2 ans et demi, puis après à Washington 2 ans. Le golf s'est très mal passé, donc on s'est concentré sur les études. J'ai eu un bachelor en économie, donc très généraliste. Et après ça, je me suis dit, je voulais rentrer en Europe parce que j'avais jamais vraiment passé de temps ou à la maison ou un peu ici. Au final, je me suis retrouvé dans un MBA à Bruxelles.
Et un petit peu, pendant ce temps-là, en fait, j'ai trouvé un stage dans un startup studio où j'ai rencontré mon cofondateur à l'époque, Laurent de Hello Tyro. Et à ce moment-là, j'ai arrêté mon MBA pour me concentrer à 100% sur la boîte. Et pour t'en dire un peu plus sur la boîte, donc c'était une plateforme qui connectait, qui mettait en relation stagiaires et startups en Belgique, à Bruxelles majoritairement. Et en fait, on a lancé ça il y a un peu plus de 3 ans. On a levé des fonds il y a 2 ans. Et au tout début, on était une agence de service. Donc vraiment, on faisait du recrutement pur et dur. On passait des heures et des heures en interview. On envoyait des emails. Tiens, j'ai des candidats pour toi aux boîtes. Et petit à petit, donc on a appris plein de trucs sur l'industrie, le domaine et comment les startups fonctionnaient. Et on s'est dit, bah tiens, il y a sûrement une opportunité de faire un petit SaaS, une petite plateforme qui permettrait de créer un truc hyper automatisé où on fait pas toujours le même boulot. Et en fait, c'est un peu, je pense, ça fait quoi? Peut-être 2 ans et demi, 3 ans que j'ai découvert un peu ce no-code avec, je pense, en rentrant dans le startup studio où ils utilisaient Typeform et Zapier. À l'époque, no-code, j'avais jamais entendu le terme, mais il n'est pas arrivé tout de suite. Je suis tombé sur MakerPad un moment. Donc là, j'ai rejoint aussi leur Slack assez tôt, je pense. Et puis Airtable, et après là, ça a été un peu, vraiment découvert, Webflow. Et donc la plateforme, on a développé ça sans tech ni rien. C'était un bon petit stack de Webflow, Airtable, Zapier, Lenbot, du MemberStack pour un peu créer cette plateforme SaaS où les boîtes pouvaient payer tous les mois et avoir accès à une sélection de candidats qu'on avait. Et on disait, tiens, je trouve les meilleurs et maintenant tu fais un petit peu ton marché, tu contactes ceux que t'aimes bien et tu recrutes. Ok. Et ça, c'est toi qui l'as construit principalement. Ouais. Il me semble que tu étais CEO, c'est ça, du coup, Ouais. tu t'occupais des opérations. Mm-hmm. Donc c'est toi qui as mis tout ça en place. Donc tu t'es formé pour en le faisant, quoi. Webflow, ouais. Je suis tombé dessus. Je me suis dit, tiens, c'est sympa pour déjà faire un site. Et après, je me suis rendu compte que, mais je pense que c'est via MakerPad et le site un peu qu'ils avaient créé sur, tous les tutos qu'ils avaient. Je me suis dit, il y a sûrement quelque chose de possible. Pour une plateforme un peu de candidats. On voit plein de job boards qui se construisent là-dessus, donc je pense qu'il y a un moyen de faire quelque chose. Et donc, on a fait pas mal de bricolage pour faire des trucs assez cool, pour pouvoir contacter les candidats en direct, etc. Mais ouais, j'ai pris les outils, j'en connaissais rien du tout. Airtable, on était tombé dessus, je pense, c'était en février à 2 ans et demi. Je l'ai montré l'outil à Laurent. On utilisait Google Sheet à la base pour notre database de candidats. Et on était là, non mais attends, c'est un truc de ouf, Airtable en fait. Et donc on est tombé un peu amoureux, lui aussi du no-code, donc on a utilisé ça. Et par ailleurs, on avait aussi une agence de recrutement où le CRM et notre système de candidats pour les candidats, en fait, ça a été fait sur Airtable et on a tout automatisé sur Zapier pour nos recruteurs et nos recruteuses pour qu'elles fassent le moins de boulot possible rébarbatif et automatisé au maximum de tâches pour qu'elles soient plus efficaces, quoi. Non, c'est cool, vous aviez vraiment cette vision très tôt, faire même ce côté agence qui est pas forcément le plus scalable, mais plus tu vas automatiser, plus tu vas pouvoir un peu passer à l'échelle, quoi. Et on a eu, c'est une super expérience de commencer par l'agence, et je pense que aujourd'hui la plupart, pas mal de boîtes qui se sont lancées et qui sont des SaaS ont été des agences à la base où c'est là où tu discutes avec les clients, c'est là où tu vois là où tu peux gagner du temps et si ce que tu proposes a de la valeur, quoi. Donc après, c'est juste le transformer en outil. Mais je pense qu'il y a plein d'opportunités de commencer super, on dit toujours un peu lean, tu vois, ou maigre, et je vais causer à 5 personnes, ça vous intéresse, je vous le fais à la main. En fait, je vais trouver le moyen de l'automatiser et maintenant je peux le proposer à 100 personnes. Donc c'est un peu le mindset qu'on avait. Et surtout que le support technique du studio n'était pas ouf, donc on a dû un peu se débrouiller tout seul, quoi. Et se débrouiller seul, c'est vraiment là où je pense le no-code, tu vois, quand t'as un peu de ressources, tu fais 4 fois plus. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ce côté agence versus SaaS, produit. On voit vraiment un vrai mouvement là-dedans, quoi, de plein de gens, ou même Germinal, qui était une grosse agence de gros hacking, qui maintenant propose un produit, des produits, parce qu'ils ont plein de choses aussi en préparation, en plus de leur formation, apparemment. Et je trouve qu'il y a une vraie tendance, quoi. Et je pense que j'ai l'impression qu'il s'est un peu accéléré cette année. Je sais pas sur ce que t'en penses, mais je connais pas du tout la boîte, ou même growth hacking, c'est pas trop mon domaine, mais on le voit beaucoup aujourd'hui dans toutes les
Enfin, tu vas sur Twitter, tu suis le no-code, trucs comme ça. Les premières choses qu'on va te dire, c'est que ouais, c'est cool, on peut construire tout ce qu'on veut en une journée. Donc ça, moi j'adore construire des trucs. Ça, c'est un peu mon kiff. Mais après, il faut aller parler à des utilisateurs. Est-ce que tiens, un truc comme ça, ça t'intéresse avant même de le construire, quoi. Donc c'est vraiment l'idée agence. Là, on l'a fait un peu plus grosse échelle parce que c'était des gros clients. Mais même là aujourd'hui, dans mon quotidien un peu no-codeur, quand j'ai une idée, je vais aller tâter le terrain avec des gens. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu utilises pour faire ça? Pour valider l'idée. Je pense que il me semble que Chouba m'en parlait peut-être ici avec toi, où on valide pas assez nos idées en général et on construit des trucs qui au final tu vas mettre à la poubelle. Ouais, c'est clair. Ça c'est vrai. Et c'est intéressant parce que le côté agence en plus, finalement, c'est les gens qui viennent à toi, quoi. C'est-à-dire que c'est toi qui vas observer, tu vas faire, quand tu vas faire les prestations pour les gens, ou de recrutement, etc., tu vas voir les trucs apparaître et après te dire, OK, quel est le produit que je vais en faire par rapport à, comme tu dis, plutôt l'autre circuit de validation où tu as une idée et puis tu vas aller interviewer des gens et valider avec eux, quoi. Et tu vois, pour creuser un tout petit peu plus loin, on avait commencé en voulant profiter du nouveau statut étudiant-entrepreneur au tout début, en Belgique, qui venait de se lancer, où on savait qu'il y avait des startups qui voulaient des jeunes talentueux, et les jeunes voulaient peut-être pas aller faire des boulots dans l'Horeca ou dans les restaurations, et faire un truc où, tiens, sur le CV, je suis allé bosser 2 jours par semaine dans une startup parce que j'avais du temps, je me suis fait un peu d'argent en retour, et on a senti qu'il y avait quelque chose pour ça, mais bon, les boîtes avaient pas envie de payer quelqu'un presque full-time une journée alors qu'il était là aussi pour apprendre. Donc c'est là où on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire sur les stages. Et tu en as appris step by step, étape par étape, où on a fait plein de tests et on a un peu découvert, tiens, il y a une opportunité dans le stage et on s'est spécialisé là-dedans. Ça, c'est intéressant, ce statut. Moi, j'avais jamais entendu parler. En France, il me semble pas qu'on a un truc similaire. Je pense qu'il est même plus trop d'actualité aujourd'hui, mais c'était un petit, je vais pas rentrer dans les détails, mais il pouvait toucher jusqu'à temps et il était imposé à zéro, donc c'était quelque chose comme ça. Ok, non, mais c'est intéressant. Moi, je pense que tout ce qui favorise l'entrepreneuriat est intéressant, quoi. T'évoquais Twitter tout à l'heure. Il me semble que c'est par là qu'on s'est connus. Mais est-ce que tu te souviens comment t'as trouvé Contournement? C'est juste une petite anecdote. Je suis curieux. Je me suis posé la question. J'étais incapable déjà de dire quand est-ce que je pensais avoir rejoint le Slack. Et je pense que j'étais d'abord tombé sur Contournement peut-être un peu par hasard, mais parce qu'au début, on venait de commencer aussi. On avait commencé quelques mois avant, on commençait à faire un petit peu de contenu, mais je me demande si c'est pas sur Twitter, je sais plus exactement, mais. C'est possible, parce que c'est là où je fais la plupart de ma veille, où je passe peut-être un peu trop de temps sur Twitter d'ailleurs, mais. Non, mais ça c'est intéressant justement. Peut-être qu'on pourra revenir un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que t'es très actif sur Twitter et notamment dans cet écosystème international. Je sais pas si tu veux nous en dire un mot d'ailleurs maintenant. Parce que des fois, j'ai remarqué que quand je dis on va en reparler plus tard après, tu vois, j'y pense plus donc. Écoute, je suis un peu rentré dans Twitter avec MakerPad, où Ben était hyper actif sur Twitter et c'était déjà un petit peu l'endroit où je voyais qu'il y avait ça parlait beaucoup de no-code. Et je pense, mais tu vois, c'est au début de l'année, 2020, où je me suis dit, tiens, il faut que t'en fasses un peu plus parce que il y a un petit peu sur Twitter, alors je vais faire les traductions, il y a au début on s'appelle un lurker où c'est juste t'observes, tu es là, tu suis tout le monde, t'interagis pas parce que tu te dis c'est des experts ou des trucs, des gens importants entre guillemets et au début de l'année je me suis vraiment dit tiens il faut que tu sois un peu plus actif et justement tu vois que tu partages un peu plus ou que tu t'envoies des messages à des gens que tu connais pas, et en fait ça a été une des meilleures décisions de mon année parce que là j'ai rencontré plein de gens des États-Unis, il y en a beaucoup en Angleterre, il y en a beaucoup aussi en Europe, et en fait j'ai fait des super connexions où je calculais d'ailleurs il y a 2 semaines, j'ai rencontré je crois 2% des gens que je follow ou qui me follow sur Twitter. Ok. Et pourtant ce qui est beaucoup. Ouais, mais de follow, tu vois, je dois aller suivre 250 personnes, j'en ai rencontré 2%, tu vois, ça fait 2, quoi. Je crois et en plus il y a mon frère dedans, tu vois. Ah ok. Maintenant un peu plus, tu vois. Ouais. Maintenant un peu plus, mais tu dis rencontrer physiquement. Oui, voilà, rencontrer physiquement. D'accord, parce que j'ai l'impression que tu as été beaucoup en contact avec des gens
pas physiquement, mais du coup c'était un peu le thème de l'année, mais avec notamment les Kepa. Ouais, bah voilà. Mais tu vois, je voulais dire physiquement, c'est un peu ça. D'accord. Et tu vois, enfin, j'ai fait je me suis fait des super relations avec plein de no-codeurs qui, quand j'ai besoin d'un coup de main, je leur envoie un truc, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Ils m'envoient quand ils ont besoin d'un coup de main. Et donc, c'est un peu je trouve le thème de la communauté en plus, c'est très, je donne de la valeur en premier à quelqu'un. Et comme ça, tu vois, c'est vraiment d'échange et on se soutient. Et No Code France, tu vois, c'est un peu la même chose, quoi. C'est qu'on voit beaucoup de gens qui viennent aider, qui posent pas de questions, mais tiens, qui vont répondre aux questions. Parce que c'est un peu l'état d'esprit du no-codeur. C'est vraiment ce truc que j'ai découvert récemment, c'est pay it forward. Vraiment cette notion de tu payes en avance, entre guillemets, comme tu dis, en donnant de la valeur. Et après, tu auras quelque chose en retour. Ou pas, peut-être pas, mais il y a vraiment donne en avance. Tu voulais dire un truc, Stan? Tiens. Je sais pas si ce sera abordé après. Parce que moi du coup, je sais pas si ce sera abordé après, donc peut-être tu cut et tu rajoutes ça après. Tu l'as peut-être abordé. T'as aussi fait sur Twitter, alors c'est 100 Day of No Code, du coup c'est 100 jours de No Code. Et c'était intéressant aussi d'avoir ton retour là-dessus, parce que que t'en parles un peu, que t'expliques ce que c'est, et que tu nous dises ton impression, parce que je pense que t'as dû découvrir pas mal d'outils, et un peu cette entrée en matière. Bah alors, les 100 jours de no-code, ça a été lancé par Max Heining, qui est en Angleterre, et qui lui aussi, c'est au début de l'année, il a lancé ça, où il découvrait le no-code, et il était aussi très de l'état d'esprit, tiens, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je crée des habitudes, comme ça, quand je veux apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il disait, l'objectif, c'est que quand tu rejoins le challenge, c'est de faire 30 minutes de no-code par jour. Et tu vas créer cette habitude et tu vas la pousser et tu vas t'améliorer. Et il a commencé ça un peu avant que tout ce qui est le build in public est très populaire, de construire en public sur Twitter aujourd'hui. J'ai fait ça aujourd'hui en no-code sur mon produit. Je le partage en tweetant. Et en fait, c'était le challenge de je fais ça tous les jours du no-code et je vais partager ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, là où je galère. Et en fait, ça a été un peu aussi le début de vachement plus actif sur Twitter. Et lui a vraiment aussi une belle communauté qui est plus restreinte, et parce qu'il a un petit membership pour avoir accès à pas mal de trucs en plus. Et donc c'est une communauté où chaque semaine il y a un Ask Me Anything avec un outil no code. Il a fait 2 démo days, des jours où il y avait 6 no codeurs de sa communauté qui présentaient ce qu'ils avaient construit. Donc il a vraiment fait un truc sympa. Et là, il bosse sur des trucs un peu courts en ligne aussi pour comment commencer en no code et aider quelqu'un qui commence à se lancer et un peu découvrir le pouvoir de ces outils, quoi. Et ça, à la base, comme tu disais, il y a une petite plateforme maintenant qui organise ça, mais à la base, c'était vraiment sur Twitter, quoi. Ça, c'était avec ce hashtag, les gens faisaient des choses, publiaient, et puis lui, après, il a un petit peu structuré ça, mais c'était parti vraiment d'un truc sur Twitter. Il a fait, je pense qu'il avait un site card, il a un Slack depuis le début, et les gens partagent sur Twitter. Et il a même pas encore de plateforme ni rien, c'est vraiment de la vitrine où il anime la communauté dans Slack, et il fait des petits events et pour un petit peu faire différents sujets, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que je trouve que c'est vraiment une des initiatives qu'on a vues cette année. Il y en a d'autres, tu vas nous en parler un petit peu, qui ont émergé cette année aussi du fait du confinement. Et du coup, je voulais revenir un petit peu donc sur... donc on a compris que voilà, jusqu'au début de l'année, donc tu étais toujours sur cette startup, Elotero. Nous, on s'est rencontrés en février, puis le confinement a commencé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, quel impact ça a eu pour toi, directement, pour ta startup? Voilà, un petit peu... voilà, ce premier un peu événement de l'année. Nous, ça nous a clairement foutu dans la mouise, quoi, parce que là, le recrutement, tout a un peu arrêté. Toutes nos startups qui étaient membres, on leur a fait des belles réductions pour les garder parce qu'elles recrutaient plus. Elles stagiaires un peu en télétravail, c'est chaud, et elles essayaient de couper tous les coups, quoi. Donc on en faisait partie. Donc ça nous a bien... on était 6 au début du confinement. On a malheureusement laissé partir tous nos recruteurs et recruteuses, les 4, parce que il y avait plus de boulot. Donc on a fait faillite très récemment, donc c'est terminé. Mais par rapport au début du confinement, et là j'en reviens à l'event que vous aviez fait sur 6 applications Glide qui avaient aidé pendant le Covid, où nous aussi en Belgique on a vraiment senti qu'il y avait c'était chaud, quoi, le deuxième, un confinement.
Et en fait, dans la team à l'époque, on s'est dit, mais tiens, on a un bon petit mix de compétences qui fait que, je me débrouille pas mal avec des outils no-code pour créer quelque chose. On avait Agathe qui avait tout le côté un petit peu marketing, design pour faire un truc sympa. On avait Gaël qui était très foodie, et qui gère un compte Instagram de bouffe à Bruxelles. Et Laurent qui est un petit peu, qui a eu un peu l'idée de départ et qui a fait beaucoup de la relation presse, où on s'est dit tiens, on peut faire une petite application. Pour là, le coup, c'était aider les hôpitaux et leur livrer les soignants des repas faits de restaurants qui étaient tous fermés. Donc ça, c'était vraiment un truc cool. On a pu se mettre un peu se fédérer en plus, où chacun a pu bosser, même si on n'avait plus trop de boulot. On a vraiment pu faire un truc cool où on a eu un impact positif. Donc ça, c'était sympa, malgré les temps horribles que c'était. Et c'est vrai que moi, j'ai vu perso que le no-code, ça a pris un coup de pied aux fesses énorme durant le début du confinement. Non, c'est intéressant parce que je pense que tu te souviendras, comme moi, Stan, de cet épisode spécial qu'on avait fait où plusieurs personnes comme toi avaient partagé les choses qu'ils avaient fait pendant le confinement pour aider. Donc, que des applis Glide, voilà, qui est quand même, je pense, un des super outils pour aller très vite. Mais du coup, vous avez commencé à faire ça, mais est-ce que aussi en parallèle, toi, tu as profité du confinement pour te former à certaines choses? Tu vois, comment un peu... je suppose que vous n'êtes pas dit direct, ok, on va faire une appli pour aider les soignants. Tu vois un peu quelle a été une fois que tu vois qu'au niveau de la boîte vous vous êtes organisé et vous êtes dit bon, ok, on va pas pouvoir, l'activité va pas perdurer, on devra trouver des solutions. Mais du coup, vous avez fait d'autres choses complètement, quoi. Mais c'est tombé un peu de sens sur ce type d'application parce qu'on avait typiquement Gaël qui connaît tous les restos bruxellois et qui avait des retours en direct de restaurateurs qui étaient dégoûtés de devoir fermer. Et aussi ce coup de à 20h on sortait tous sur le balcon à applaudir, et donc moi ma mère est médecin, donc j'avais un peu des retours d'expérience ou un peu de savoir ce que les soignants vivaient, et donc je sais plus trop comment, tu vois, cette idée, c'est pas tombé du chapeau comme ça, mais je pense que le mix de connaissances qu'on avait un peu tous, on s'est dit tiens, il y a certainement quelque chose à faire. Et c'est vrai que Glide j'avais très peu utilisé et j'utilise très peu en général, mais c'est vrai que c'était hyper facile, et en une journée maxi, on avait l'application qui était prête, et après c'était que de la relation presse et de mettre ça, d'envoyer ça, nos emails, nos contacts qui partagent sur LinkedIn. Parce que c'est ça finalement le truc, souvent on parle beaucoup ici de la technique, etc., mais finalement après il fallait faire connaître quand même le projet, parce que vous avez eu quand même pas mal de succès, si je me souviens, c'est quelque chose qui a eu un impact notable. Et ça, c'est parce que tu disais, ce travail, par exemple, que ton associé a fait pour faire connaître le produit. Ouais, ils ont fait moi j'ai fait le moins de boulot, je pense, au final, parce que c'était vraiment une application toute bête où on permettait aux gens de choisir un resto et de choisir, tiens, je veux faire un don de temps. Et tu vois, il y avait aucune fonctionnalité de payer dans l'application ni rien. C'était vraiment, on faisait confiance aux gens. Tiens, tu vas envoyer l'argent au restaurant. Et moi, j'étais un peu là pendant les jours où on faisait les livraisons. Tiens, les restos, contactez les restos. Vous avez reçu combien? Est-ce que vous pouvez livrer tant à tel hôpital? Donc, je m'occupais un peu de ça. Mais c'est vrai que c'est grâce à leur boulot de relations publiques, d'aller contacter des journaux qui voulaient bien nous prendre, prendre Laurent sur une matinale dans une radio ou à la télé, ou des petits events comme ça, ou des posts ou des articles, que ça a marché, parce qu'on a fait, je crois, au final un peu plus de 1300 € de donations. Quand même pas mal. Donc, en gros, 130 repas, parce qu'on faisait le repas, les restaurants faisaient le repas à 10 balles, donc voilà. C'est vachement bien parce que ça a aidé et les restos et les soignants, quoi. Ouais. C'est une super idée. Stan, est-ce que tu veux nous partager, parce que tu te souviens un peu des applis, justement, peut-être toi déjà ce que tu avais fait aussi pendant le confinement, et puis d'autres applis, c'est un peu des exemples justement, notamment avec Glide, d'applis qui sont nées de cette situation. Je veux pas accaparer tout ce podcast et venir en intrus. Non, c'est vrai que c'était très cool quand on avait fait l'épisode du coup, était spécial Covid, si pas bêtise, sur Glide. Il y avait une startup qui avait lancé une application pour les suivis des patients Covid sur Glide. Je sais qu'il y avait pas mal de petites applications. Moi, j'avais fait une petite application de quartier avec tous les magasins regroupés et qui avait pris pas de temps. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'était vraiment ce côté on peut faire des choses très simples mais qui sont fonctionnelles. Et c'est vrai qu'avec Glide comme outil, ce qui est hyper intéressant, c'est que rapidement,
tu peux mettre en place un petit système assez simple, mais en fait qui fait le taf et qui fait le job, et ça fait plaisir à avoir sur plein de petites initiatives comme ça. Je sais qu'il y a de plus en plus, il y avait un garçon aussi qui avait fait une application, pareil sur les petits restaurants. Et je sais que moi je vois beaucoup de gens lancer des petites applications sur Glide, souvent en termes d'annuaire et de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir comment Glide est utilisé, même dans sa version simple, qui est drastiquement efficace et hyper plaisante à utiliser et à sortir. Et j'ajouterais que, comme tu dis, ça permet aussi d'adresser des petits problèmes locaux, des fois, mais ça, c'est vraiment ce dont on avait besoin, quoi, pendant la pandémie. Enfin, je veux dire, c'est les initiatives de chacun. Tu dis, OK, voilà, je peux aider à l'échelle de mon quartier ou de ma ville. C'est vrai que c'était à chaque fois, il y avait cette notion de truc assez localisé, quoi. Et franchement, je pense que ça, c'est le premier événement de l'année, quand même, enfin, sur cette année, où il y a eu quelque chose par rapport au no-code, quoi. Ça, je pense que c'est le premier, c'est aussi le début de vraiment la croissance du Slack, enfin, de la communauté No-Code France. Il y a eu un petit peu de presse autour de tout ça. Enfin, il y a eu aussi ce qu'Erwan avait fait autour de Banlieue Santé, toutes ces applications-là aussi dont on a beaucoup parlé. Donc, je pense que pour moi, c'est le premier. Enfin, forcément, la pandémie, c'est vraiment l'événement de l'année. Mais il y a eu ce premier impact sur le no-code. Et après, ça a fait une longue traîne, quoi, où vraiment les gens ont découvert le no-code à cette époque-là. Et Glide, notamment, quoi. Il y a eu un événement un peu malheureux, ça moins directement, mais en avril, du coup, il n'y a pas eu le hackathon No Code qui devait avoir lieu. Ça, c'était un peu triste. C'était ce premier hackathon organisé par la French Tech Grande Provence, finalement, qu'ils ont dû annuler, évidemment, qu'ils avaient repoussé en septembre. Et puis, bon, de toute façon, ça se fera un jour ou l'autre. Mais voilà. Donc, il y a eu des choses qui ont favorisé le no-code, et puis il y a des choses qui étaient prévues, voilà, dans l'évangélisation, qui ont un peu tout bloqué. Mais ce hackathon, c'était l'occasion pour nous de faire notre premier webinar. C'est ça qui nous a mis un peu le pied à l'étrier. Donc après, on est parti dans une grande phase de webinar où on a touché pas mal de gens. C'était assez cool. Ouais, bah ça, on va arriver justement à cet été et voir un petit peu, toi, du coup, dis-nous un petit peu, c'était un peu le fil rouge, tu vas en prendre Pierre, pour après le confinement, du coup, je suppose qu'à Bruxelles aussi, au printemps, au mois de mai, ça s'est un peu libéré. Du coup, toi, qu'est-ce que ça a amené, toi, sur ton été, sur la boîte aussi, enfin... Bah, on a quand même... Bon, le confinement a été un gros frein où voilà, on a arrêté pendant en gros 2 mois on les a fait payer les clients, mais on faisait plus rien. Ou pour historique, on a atteint un peu avant, on était à 2500 € de MRR, donc de revenus récurrents, récurrents mensuels, et donc on voyait un peu de croissance. On n'a jamais été dire waouh, ça marche. Là, le confinement nous a mis un peu dedans, et donc après on est reparti en mode bon bah attends, là il nous restait peu de cash, donc c'était le moment ou jamais d'y aller. Donc on a remis vraiment à boucher double sur le boulot de la plateforme. Où maintenant vous connaissez la fin de l'histoire, on n'a pas réussi à trouver le bon modèle. On a fait, je pense, plein d'erreurs dès le début de la plateforme. On en a fait pendant le développement quand on faisait payer la plateforme. Mais par contre, niveau no code, moi ça m'a confirmé je kiffe absolument jouer avec tous ces outils et créer des applications, de l'automatisation, quoi que ce soit. Et donc, c'était, je pense, en début d'été où j'ai commencé à bosser sur 1 ou 2 petits side projects, typiquement sur Bubble, où j'ai poussé. Et je suis en train de rebosser sur un autre projet en collaboration avec un Américain où on sort la bêta bientôt. Donc c'est hyper... Justement, alors parlons un petit peu de ces side projects, notamment on va parler de No Code Club, mais il y avait un autre avant, avec des ressources, il me semble. Alors, tu peux nous parler un petit peu de ça et des technos aussi associés. Exactement. Début de confinement, donc là c'était le moment où je me suis dit tiens, lance quelque chose, quoi que ce soit. Ce serait cool, tu vois, je sais pas. J'avais pas trop d'idées. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, mais écoute, tu lis plein de newsletters, de no-codeurs ou pas. Il y avait un peu de tout. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne opportunité. En plus, c'était une bonne opportunité pour moi d'apprendre à écrire. Parce que j'ai toujours été très mauvais pour écrire des articles ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, tiens, mixe
ce truc que tu veux améliorer avec un projet. Donc, j'ai lancé ce qui s'appelle toujours Learn from Makers, où en fait, j'ai dû écrire aujourd'hui, je pense, une vingtaine d'articles, en gros, qui passaient en newsletter sur, 20 newsletters de no-codeurs, de makers, de quoi que ce soit qui vraiment m'intéressait pour un peu partager, ce que j'ai appris de ces newsletters-là et un peu leur rendre l'appareil un peu de ce que moi j'ai appris via ce qu'elle faisait, quoi. C'est hyper intéressant, en plus pédagogiquement, de restituer des choses parce que ça solidifie ce que tu as appris, tu vois, vraiment. Donc tout ça en anglais, hein. Toi, c'est très anglais. Mais c'est intéressant parce que je pense, c'est ça aussi qui te donne accès à cette communauté et qui a fait ta place dans cette communauté internationale. Comme tu fais tout en anglais, ça t'ouvre, je pense, vachement aussi, te donne accès à d'autres gens, quoi. C'est vrai que j'ai eu la mauvaise habitude, je sais pas, de faire mes études aux États-Unis, tout ça. Donc mon français est très mauvais, donc il faudrait pas que j'écrive trop en français, sauf si j'ai un correcteur qui me passe derrière. Mais donc c'est vraiment, je me suis toujours dit, il y a dans tous les cas tu peux toucher plus de monde. La plupart des trucs que je lis ou que je regarde sont en anglais aussi. Autant que ça serait peut-être intéressant de le faire en français d'ailleurs, mais donc c'était un peu ça le premier projet, c'est un site un peu vitrine sur Webflow, donc ça c'était simple et j'avais déjà utilisé. Et le deuxième que j'ai un peu construit, où c'était l'occasion de dire Bubble j'ai déjà testé, j'ai toujours un peu galéré et jamais été au bout d'un projet parce que je me perdais toujours un peu en chemin. Je me suis dit il y a un petit en plus inspiré de nocodeur.io que Lucien avait fait, où je me suis dit il y a un petit truc à faire, où je vais essayer de gamifier et de voir si ça intéresse les anglophones, quoi. Et donc ça, j'ai commencé au début de l'été à construire ça un peu sur le côté, sur Bubble, où en fait, j'ai pu faire la démo du projet, typiquement au premier démo day de 100 Days of No Code. J'ai pu avoir mes 10 private, mes premiers utilisateurs un peu privés qui ont testé grâce à cette communauté-là et qui a amené plus tard sur un lancement sur Product Hunt et qui a toujours un projet qui tourne un peu aujourd'hui, quoi. Ah, c'est cool parce que quand même aller jusqu'au lancement sur Product Hunt, tu vois, c'est quand même l'aboutissement, je trouve, d'un side project. D'ailleurs, merci, tu as fait un super article du coup sur la Gazette du No-Code par rapport à ça. Donc du coup, je vais pas te réinterroger sur les conseils que tu pourrais avoir, tout ça, j'enverrai les gens. Mais est-ce que tu veux nous dire juste un mot, je sais pas, quand même, de cette expérience, tu vois, est-ce que pour toi, parce que moi je trouve que ce qu'on voit bien en filigrane, tu vois, c'est vraiment ce mindset de maker que tu as, vraiment de faiseur. Tu vois, même tu l'as dit, tu vois, littéralement, tu savais pas trop quoi faire, mais tu as fait quelque chose quand même, tu vois. Et je trouve ça vachement important. Et donc, tu vois, t'es quand même arrivé jusqu'au moment où tu lances un truc sur Product Hunt, qui en plus a été dans le top 5, je me souviens plus à quelle place. Premier, non? Quatrième ou troisième, je sais plus. C'est quand même chouette, tu vois, c'est quand même Donc je sais pas si tu peux nous en dire un mot, et si peut-être Stan aussi t'as... En plus, le lancement sur Product Hunt, je me rappelle, dans mon dashboard perso Notion, j'avais mis quelques objectifs pour l'année. J'avais lancé un produit sur Product Hunt, donc c'était un bon petit truc à checker. Ça faisait bien plaisir. Ouais. Et en plus, j'avais eu des bons retours sur le produit et c'était un peu le moment, et j'ai fait plein d'erreurs sur ce lancement et sur la stratégie après d'ailleurs du produit, où j'ai lancé début septembre, je pense. Début septembre ou octobre, je sais même plus. Mais déjà, j'ai eu de la chance d'avoir connecté avec KP, qui est un gars no code sur Twitter. Il faut absolument le suivre, et il fait des trucs de ouf, je trouve, et hyper sympa et hyper ouvert pour discuter. Je voulais des conseils, je l'ai contacté, je lui ai dit KP, est-ce qu'on peut discuté une demi-heure pour savoir, t'as lancé plein de projets hyper cool qui ont hyper bien marché, donc je veux bien tes conseils. Et en fait, à l'époque, c'était, je pense, la semaine avant de vouloir lancer, j'avais pas de hunter sur Product Hunt. J'avais pas quelqu'un qui va te mettre ton projet. Voilà, un peu parrainer le produit en disant Pierre a fait ça. Et en fait, à la fin du call, il m'a dit attends, t'as pas de hunter, moi je te lance ton produit. Et n'empêche, il a un gros réseau, et ça aide vachement parce qu'il a tweeté à propos de ça sur Product Hunt. Les gens qui le suivent, ils ont dit KP, il a lancé il a parrainé ce projet en gros. Et donc ça, c'est un truc où je me dis
ça paraît pas important, mais c'est quand tu passes sur Twitter, c'est là que un peu Product Hunt et Twitter se rencontrent, quoi, les projets no code typiquement. Et donc c'est pour ça que déjà j'ai eu un gros boost là-dessus. Et après c'est une longue journée. Enfin ici la chance c'est que ça commence à juste 9h du mat parce que c'est heure de San Francisco. Mais tu te tapes jusqu'à 9h le lendemain matin pour si vraiment tu veux le faire sérieux. Et j'ai essayé de le faire au max. Donc ça a été une petite nuit blanche où tu passes du temps à répondre. Il a bien marché, donc c'est cool. Mais par contre c'est du boulot, quoi. Parce que tu te fais mentionner sur Twitter, trucs comme ça, où il faut aller répondre à tous les commentaires, etc. Et donc, mais c'était une super expérience, quoi. Mais on a une erreur que j'ai faite. Avant, c'était un code secret d'invitation. Avant de lancer, on était à 50 membres sur No Code Club. Et pendant le lancement Product Hunt, je l'ai enlevé. Et ça m'a fait un gros boom d'inscription. Ouais. Et j'ai sûrement perdu au niveau c'est pas de la qualité des membres, mais de l'intérêt des membres dans la communauté et dans le no-code. Voilà, exactement. Donc là, aujourd'hui, on a plus de 600 membres, mais c'est pas aussi actif que j'aimerais que ça le soit, ou que ça devrait l'être avec 600 membres. Ouais. C'est vrai que c'est très dur d'amorcer ce genre de communauté. Parce que du coup, est-ce que tu as dit ce que ça fait No Code Club ? Je crois que pas. Non, je crois pas. Non, dis-nous alors. C'était un peu une idée de Stack Overflow pour nos codeurs, où donc maintenant tu t'es membre, tu viens poser un peu ta question, ton challenge, et les gens peuvent venir te répondre. Et on avait rajouté le petit aspect gamification où tiens, si une de tes réponses est likée, on te donne quelques points et ça fait un petit leaderboard de nos codeurs, quoi. Et ça t'a permis au niveau de Bubble de beaucoup progresser. Ouais. Et depuis ça maintenant, Bubble c'est quand même l'outil que j'utilise le plus maintenant parce que je me rends compte que c'est un outil de ouf quand même. C'est intéressant justement. Dis-nous un petit peu, c'est quoi les outils que tu utilises le plus, tes outils préférés. Enfin là tu viens de commencer, mais avant qu'on continue un peu sur l'année, mais un peu ta stack. Enfin t'as évoqué plein d'outils, tu vois, mais pour construire un produit, il y aura une base Airtable qui sera ouverte et qui sera organisée pour ça, même si elle est peut-être pas le back-end de l'app. J'utilise peut-être pas assez tout ce qui est, Card, mais Card, ça serait un bon, tiens, je veux tester quelque chose, je balance une landing page et je récolte des emails, ou, je pose un petit formulaire. J'adore Webflow pour aller plus loin dans du design, et après, c'est Zapier pour de l'automatisation. Et après, il y en a. Je joue avec tellement. Tu testes un peu tout. Je teste un peu tout et j'en aime quand même beaucoup, quoi. Et si tu devais choisir un outil qui a fait ton année 2020, le meilleur, ou alors celui que tu as découvert, celui qui t'a peut-être le plus impressionné. Ça peut être deux questions d'ailleurs. Ça peut être l'outil qui a fait ton année et puis l'outil que tu as découvert qui est sorti cette année. Moi, je le couperai en deux. Parce que j'aimerais bien qu'on pose cette question d'ailleurs aussi pour le No Code Game. Mais à tout le monde. Mais alors, tu vas répondre en premier. L'outil qui a fait mon année. Ouais, que toi, tu as le plus utilisé, mais qui peut être un outil qui est sorti avant. Et puis un outil qui serait sorti cette année. Tu vois, quelque chose là qu'on a découvert au cours de l'année. Pour sortie cette année, c'est facile. Et après, je vais laisser Stan répondre aussi parce que je sens qu'il va répondre. C'est facile, c'est Tally. Ouais. En plus, ça vient de Belgique, donc j'aime mes petites attaches belges quand même. Et j'adore l'outil. Et bon, il est bon. Je l'utilise de plus en plus. Et qui a fait mon année? Je vais dire Bubble quand même, parce que c'est ce qui est arrivé de mon lancement sur Product Hunt. Et là, une autre plateforme où je bosse dessus. Donc, je vais dire ça. Mais c'est dur. Ouais, t'as peut-être aussi beaucoup utilisé Zapier, etc., dans des choses moins visibles. Mais c'est vrai que ça me paraît logique. Je sens, tu vois, quand même que Bubble t'a permis de cocher cette case sur Product Hunt, tu vois, du lancement Product Hunt, par exemple. Je pense pour quelqu'un qui utilise Bubble pas mal, c'est dur parce qu'il te fait tout en un, quoi. Tu crées vraiment des trucs que tu peux, une application complète. Alors autant que tous les autres outils sont hyper puissants, et la première plateforme qu'on avait fait, c'était un Webflow, Zapier, Airtable, ce qui était hyper cool et que j'ai adoré parce que tu bidouilles un peu et tu bricoles, et c'est un peu aussi ça l'état d'esprit du no-codeur, je trouve. Mais bon, Bubble, tu fais tout, quoi. Ouais. Ouais, c'est ces deux approches, tu vois, le bricolage, les Lego modulaires, et puis l'approche intégrée avec tout. J'aime bien parce que justement, tu fais les deux, quoi. Tu vois, il y a des gens qui choisissent. Il y a beaucoup quand même de bubblers qui sont que des bubblers. Puis des gens qui sont que à bidouiller des outils. Donc, Alors Stan, dis-nous toi. Non, moi c'est drôle parce que Tally, premier usage, j'ai détesté.
j'ai pas trouvé ça, parce que j'aime beaucoup Typeform. Donc vraiment, j'ai trouvé ça pas du tout, ça me rappelait un peu Google Form, et je l'ai refait une deuxième fois pour faire un formulaire de retour pendant un de mes cours avec des étudiants. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Petite erreur que j'ai fait, faites attention quand vous, et peut-être petit conseil, faites attention quand vous créez des réponses, parce qu'en fait, j'ai créé des réponses sans avoir assimilé des questions, parce que j'ai pas bien compris le fonctionnement. Et du coup, sur ma feuille de réponse, j'ai que des réponses, mais j'arrive pas à savoir à quelle question ça correspond. Parce que du coup, il y a marqué, en fait, j'avais pas bien compris le fonctionnement, mais c'était un bon plaisir. Et moi, je le dis toujours, mais mon site cœur de 2020, c'est Doric. Celui qui a vraiment fait mon année 2020, c'est Doric. C'est mon grand coup de cœur. Mais je trouve que c'est effectivement ces deux des outils vraiment marquants. Mais moi aussi, j'ai un faible pour Thalys. Je trouve que c'était nouveau, quoi. Moi, j'ai vraiment cette passion des gens qui proposent des choses innovantes. Et Doric, c'est super. Ils ont innové, on va dire, sur l'ergonomie simplement, mais ça reste un constructeur de site web. Par contre, Thalys, c'est juste nouveau, quoi. Il n'y a pas d'autres outils comme ça pour construire des formulaires de cette manière-là. Moi, c'est ce truc de blog, quoi. J'adore dans Notion, j'adore dans Ghost, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, donc je vais pas le répéter, mais voilà, donc je suis content aussi que tu en parles, et j'aimerais bien un jour les inviter, mais elle parle pas français, malheureusement. Marie m'a dit, je lui ai proposé déjà de venir sur le podcast, mais voilà. Tu peux en faire une édition en anglais? Bah ouais, bon, oui, je pense que non, mais on lui a posé des questions aussi pour la Gazette. Elle a répondu en français, mais elle m'a dit qu'elle se sentait pas à l'aise pour parler en français. Bon, c'est petit aparté sur Tally, mais voilà, j'invite aussi effectivement tout le monde à regarder ça. C'est vraiment un bel outil. Et je trouve que Junebot s'inscrit un peu dans cette. Je l'ai dit du coup dans le podcast avec Camille, mais c'est voilà, moi j'aime toute cette nouvelle génération d'outils, de gens qui sont très bons sur l'ergonomie, qui font des choses simples, évolutives et avec des partis pris forts, quoi. Du coup, si on continue un petit peu le fil de l'année, qu'on arrive à la rentrée, donc tu nous as parlé de ton été, du lancement sur Product Hunt, et puis après il y a eu la rentrée. Tu vas nous dire un petit peu, moi il y a forcément quelque chose dont je voudrais un petit peu parler, c'est la communauté, le Slack de contournement qui est devenu le Slack de No Code France, et où tu nous as rejoint donc dans l'équipe d'admin avec Stan aussi. Enfin voilà, on est dizaines maintenant à administrer cette communauté. Moi, ma question que j'avais par rapport à ça, tu as envie de dire quelque chose, je sais pas, par rapport à cette communauté du coup que tu suis depuis ses débuts, mais aussi un petit peu au regard des autres communautés internationales auxquelles tu appartiens, que tu as vu aussi évoluer. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens en France, peut-être aussi Quentin Villard, qui sont un peu comme ça, le pied dans les deux, sauf que lui, il est moins actif en France, j'ai l'impression. Tu as vraiment les deux, donc voilà, tu es un petit peu au milieu de tout ça. Dis-nous, tu vois, un petit peu... c'est chaud. Mais déjà, il y en a pas mal. C'est que maintenant que j'y pense, t'as MakerPad qui, quand même, marche sur un modèle aussi payant pour accéder vraiment à toute la communauté et à toutes les possibilités. T'es un membre premium de MakerPad ? Ouais, depuis depuis très tôt. Ouais. Donc j'avais pas dû payer cher, et je crois que maintenant, et je pense même plus qu'ils prennent trop de monde maintenant en ce moment. Fermé, ils limitent un peu. Et c'est intéressant parce qu'ils avaient un truc où le prix augmentait petit à petit, plus il y avait de gens. Effectivement, ça commençait pas très cher et c'était lifetime. Et moi aussi, je suis membre, j'y vais quasiment jamais, mais j'avais payé, je pense, un peu plus que toi, mais j'ai bien aimé leur pricing. De toute façon, ils ont fait plein de choses super, hein, MakerPad. Même si aujourd'hui, je trouve que tu t'es actif encore dans la communauté. Assez peu. Je vais faire des tours de temps en temps et je suis ce qu'ils font. Là, par contre, ils avaient sorti une grosse news sur comment ils appelaient ça, le Creator Fund ou un truc comme ça, je sais plus. Mais je trouve qu'ils font des choses qui vont bien au-delà de la communauté. Ils ont ce fonds d'investissement. Parce qu'il y a Creator Fund et puis il y avait un autre truc même déjà qu'ils faisaient avant. Je sais plus. Non, après, je confonds avec Weekend Fund de Ryan Hoover. Mais aussi, je pense que Ben bossait avec comment il s'appelle, Tyler, qui était Earnest Capital. Voilà, c'est ça, ouais. Qui fait aussi de l'investissement un peu. Je sais pas quel est le mot financier technique, mais qui aussi investit dans des fondateurs de SaaS assez. Ça a bootstrappé. Ouais, voilà. Enfin, du coup, c'était pas vraiment bootstrappé, mais spécifique sur du no-code. Ouais, effectivement, ouais. Enfin, j'ai pas creusé le truc, mais non, mais c'est intéressant MakerPad parce que c'est quand même parmi les précurseurs de tout ce qui se passe dans le no-code, mais ils ont pris une direction qui leur est vraiment propre, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'autres gens qui font ça. Enfin, je sais pas, tu vois, leur communauté, ils cherchent pas à être une grosse communauté, ils font du contenu. Je trouve que leur contenu n'est pas toujours incroyable non plus,
mais ils créent des choses. Enfin voilà, ils vont dans une direction aussi assez business, des challenges. Enfin, je pense qu'ils bossent aussi beaucoup sur des gros projets avec des plus grosses boîtes, et c'est là qui vont se faire pas mal de leur thune. Et c'est vrai que je vois plus trop ils en font toujours des tutos, tu vois, parce que c'était un peu pour ça que j'avais rejoint le truc au départ, où t'avais Tom qui faisait des super tutos tout le temps, et là je trouve que c'est un peu ralenti, et ils utilisent de plus en plus des outils que le no-codeur un petit peu tu vois, tout seul bosse, tu vois, ils utilisent, je vois beaucoup de Retool ou d'autres outils. Enfin, peut-être que je me trompe à pas utiliser, mais c'est pas un truc où tiens, je te fais du Airtable, Zapier, truc comme ça, même s'ils en avaient fait. Donc je trouve qu'ils s'éloignent un peu de ça. Et après, t'as d'autres communautés, No Code Founders, ou est-ce que No Code Founders, c'est aussi pareil, un bon exemple. En plus, on partage l'acronyme avec No Code France, qui est un peu dommage, mais moi j'étais dessus assez tôt aussi. Ils m'avaient invité au début, et je trouve que ça s'est un petit peu perdu. Je sais pas, mais peut-être je suis de loin. Je trouvais que c'était chouette au début, c'était très international. Et maintenant, ils ont eu du mal à le mec est tout seul en plus, mais... Mais ça, je pense, c'est aussi parce que depuis peu, il fait vraiment payer l'accès à sa communauté. Où ça devient, c'est toujours une communauté, mais ça devient plus une communauté comme, tiens, on a le Slack No Code France qui marche bien et qui est actif. Là, le Slack No Code Founders, je pense pas qu'il y met beaucoup de valeur encore dedans, parce qu'il se concentre sur la plateforme qu'il a construite sur Bubble, je crois, d'ailleurs, qui est assez poussée, quoi. Donc, je vois je pense que ça change un peu. Non. Ça, par contre, j'ai pas, je suis sur le Slack. Stan, t'es dessus? Ouais, moi je suis dessus, je regarde un peu de temps en temps, mais je comprends pas trop. En plus, je suis encore sur le Slack, alors que normalement c'est un truc payant, donc je crois qu'il a pas viré les gens qui étaient sur le Slack. Donc en fait, c'est ça que j'ai trouvé. Ouais, c'est plutôt cool les avoir laissés, donc je suis un peu le Slack. C'est vrai qu'il y a énormément de messages, et qu'en fait, quand tu passes 3-4 jours, t'as trop de choses à récupérer. Et après, la plateforme, elle est intéressante, il y a une sorte de product hunt spécial no-code. Il y a un truc avec des startups, mais c'est pas... Ouais, il y a pas mal de choses, mais j'ai pas vraiment creusé. Enfin, je vais pas énormément dessus, j'y suis. Des fois, quand j'y pense, j'ai jeté un coup d'œil, mais sans plus forcément. Mais j'ai pas pris je réfléchissais à prendre le pricing, mais je l'ai pas pris, parce qu'en fait, j'ai pas forcément vu de valeur ajoutée pour moi, pour être dessus. Ok. Et donc, donc au mois de septembre, en plus, on a eu vraiment un gros influx de gens sur No Code France. Ça, c'est incroyable. Avant l'été, on était 600. À la fin de l'été, on était 800. À la fin du mois de septembre, on était 1600. Et là, on doit être, donc on est mi-décembre, 2300. Donc c'est assez incroyable. Est-ce que tu connais, ça c'est une question que je me pose et j'aimerais bien faire des recherches, et est-ce que tu connais des communautés en langue pas anglaise, tu vois, qui seraient un peu l'équivalent, tu vois, et c'est pas pour se dire, bon, on a fait le plus gros truc, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équivalent, honnêtement, qu'il n'y a aucune autre communauté, tu vois, en espagnol ou en allemand, ou je sais pas, qui soit similaire à ce qu'on a en France. Je les connais pas, mais il faudrait peut-être creuser en Espagne, parce que c'est là que je vois un peu en Europe où je connais le plus de gens un petit peu no code. Ils sont en Espagne, et faudrait creuser. Ouais. Si jamais tu as des contacts, ça m'intéresse peut-être tu vois, des no-codeurs espagnols, où c'est vrai que nous, à l'international, on n'est pas hyper bien connectés. Mais je serais curieux de creuser un peu ça, non pas pour dire, bon, ok, on a la plus grande... Enfin, des fois, je le dis parce que je le pense, sincèrement, si on peut me détromper, je pense qu'on est la plus grande communauté en langue non anglaise, quoi. Mais moi, parce que ce que j'aimerais bien, parce que moi, j'aime bien voyager et tout, et j'aimerais bien faire une fédération des communautés, quoi. Moi, c'est ça ça, c'est un peu dans les next steps. J'aimerais bien cette idée-là, tu vois. J'en ai quelques-uns, je pense, à te conseiller. Bah écoute, hésite pas. Donc, raconte-nous un petit peu, du coup, ta rentrée, peut-être un petit peu la fin des Lotaero. C'est pas forcément un truc évident, mais je trouve que c'est intéressant quand même en tant qu'expérience. Tu vois, en France, on n'a pas vraiment cette culture du fail, de l'échec et tout. Moi, je pense que c'est important d'en parler. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus ce truc-là. Voilà, je sais pas si tu as envie de partager un petit peu là-dessus. C'est pas obligé non plus d'ailleurs. Mais... Si, écoute, mais moi, ça a été en tout cas la meilleure expérience de ma courte carrière pro, disons, où je suis tombé un peu là-dedans par hasard et me suis retrouvé à lancer une boîte. Je suis de plus en plus difficile, et tout notre modèle d'éducation, grandes écoles de commerce, moi, de plus en plus, je me dis, ils m'auraient pas préparé
quoi que ce soit. Et tu vois, je me pose encore la question, tiens, si j'étais pas tombé là-dedans, j'aurais continué mon MBA et eu mon diplôme, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais eu aucune idée et je serais là, sûrement dans une grande boîte. Et je pense que, tu vois, chacun ses délires et ce qu'il a envie de faire. Mais c'est vrai que moi, mon école de commerce et mes études de business m'ont pas vraiment ouvert l'esprit sur ce que j'avais envie de faire et sur quoi j'étais passionné. Donc j'ai eu la chance de tomber un peu par hasard dans le no-code parce que maintenant, évidemment, je ferais rien d'autre, quoi. Enfin, j'aurais pas envie de faire quelque chose d'autre. Et donc, ça a été, là que ça se finisse, évidemment, c'est triste. Mais ça a été la meilleure expérience, comme j'ai dit, de ma carrière, et ça m'ouvre plein de portes où là, je suis vraiment excité pour 2021. Non, j'imagine, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est vrai que moi je trouve que t'es quand même encore assez jeune, tu vois, si je peux me permettre, tu vois, d'avoir déjà eu une expérience complète. Non, mais c'est vrai, je veux pas faire le vieux. Non, mais honnêtement, je dis ça avec beaucoup d'humilité, même parce que je suis presque un peu jaloux, tu vois. Moi, j'ai pas eu cette expérience d'avoir créé une startup, levé des fonds, tu vois, et mener un projet jusqu'au bout. Tu vois, je veux dire, j'ai fait des trucs un peu bootstrappés, un peu nuls, tu vois, qui ont pas marché. J'ai surtout été salarié. Et honnêtement, c'est un truc, et peut-être je l'aurai plus tard, tu vois, mais à mon avis, plus jeune t'as cette expérience, plus t'es préparé à le refaire, ou à faire autre chose si t'en as pas envie. Et là, en plus, tu vois, ce qui est très intéressant, justement, tu vois, quand on déroule un peu toute cette année, c'est que toi, en plus, ça t'a amené sur un nouveau métier, avec des skills, avec des compétences, des connexions, tu vois, c'est génial, quoi. Comme tu le dis, je pense que c'est en faisant des trucs qu'on se rend compte est-ce que j'ai envie de les faire ou pas, quoi. C'est pas, et c'est là où je parlais de l'éducation et des écoles de commerce. On fait beaucoup de sujets hyper larges où tu apprends des trucs, évidemment. Donc ça se trouve, tu veux faire de la finance, donc ça tu vas trouver. Mais quand tu veux aller creuser dans des sujets un peu plus, c'est vraiment en y allant mettant un peu les mains dans le cambouis que tu vas, est-ce que ça m'intéresse ou pas, quoi. Puis tu vois ce que tu disais tout à l'heure, après je te laisse la parole, mais tu disais par exemple, voilà, d'avoir des investisseurs, c'est pas évident, d'être dans un startup studio aussi, c'est pas forcément évident. Et tu vois, tout ça, c'est des trucs, tu vois, moi je sais pas, j'ai jamais fait de levée de fonds, tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien, je pense que c'est une expérience que j'aimerais bien vivre dans ma vie. Et c'est cool, quoi. Ça, j'ai clairement appris 10 000 trucs. J'ai eu la chance d'avoir un cofondateur en la personne de Laurent qui était déjà bien plus expérimenté que moi et qui s'y connaissait déjà un petit peu plus, où j'ai appris déjà la blinde grâce à lui, quoi. Donc je le remercie. Et de l'expérience, comme tu l'as dit, startup studio, investisseur, il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses qu'on aimerait refaire différemment, quoi. Donc on sait quoi observer et quoi regarder la prochaine fois si jamais il y a des opportunités de lancer des boîtes ou un truc comme ça. Moi, ce que je trouve très cool chez toi, c'est cette volonté que tu as de créer, de construire et de faire des choses. Et je trouve que c'est hyper inspirant. Aujourd'hui, de te voir, moi, je te vois beaucoup du coup tes tweets passer. Même on se connaît, on a pu échanger. Et je trouve que cette force que tu as, elle est hyper cool et elle est hyper inspirante. Parce qu'on se dit, voilà, on suit tout ce que tu fais, tout ce que tu lances. Et tu as eu une résilience du coup par rapport à tous tes projets, ceux qui ont marché ou pas. Même si ça marche pas, tu lances, tu testes. Et ça, c'est hyper cool en fait. Parce que ça illustre bien. Alors, je sais pas s'il y a un terme génération de codeur ou maker ou quoi que ce soit. Mais cette envie de créer, de lancer, de faire des choses. Et je pense que, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, je pense qu'on devrait tous dans notre vie faire un lancement sur Product Hunt, ou se forcer à lancer un truc, à faire des choses, à tenter et à communiquer dessus. Et je te rejoins, je comprends totalement le fait que communiquer sur Twitter, et justement le fait de partager des choses, a pu être hyper cool pour toi. Je pense que ce sera un next step aussi, moi je vais tenter de le faire aussi un peu, mais je trouve que ton parcours et ce que tu fais est hyper inspirant dans cette communauté. Merci. Et ouais, je peux que t'encourager à le faire parce que c'est un peu je pense, ce syndrome d'imposteur et d'être vulnérable, tu vois, c'est de partager. Tu vas t'identifier à des gens qui vont se dire, tiens, moi j'ai galéré là-dessus, tu te dis, tiens, moi aussi, et tu te connectes plus facilement que quelqu'un qui va te je suis très Twitter, donc, mais qui va te mettre tous ses succès, tu vois, tu vas dire, oh, putain, pourquoi j'irais lui parler et pourquoi il me parlerait, tu vois. Et quand tu commences justement de un peu construire cette première communauté autour de toi, je pense que le meilleur moyen, c'est, tu vois, de partager, tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai galéré avec ça, ça se trouve, il y en a un qui te répond, qui t'aide, et tu crées des relations, et je pense que, c'est hyper bénéfique, et tu vois, de lancer quelque chose. Moi aussi, je suis hyper pour, que tu vois, t'as une classe, je rêve d'une classe no code en école de, je sais pas quoi, de commerce, où tiens, tu lances ton produit ou quoi que ce soit sur Product Hunt. Ça va très certainement rien faire du tout, mais c'est une expérience où tiens, t'y vas à fond et tu découvres
un peu plus que je suis difficile avec l'école, hein, mais assis sur ta chaise à écouter un prof. Non, t'as raison. Hein. Et je pense que l'économie du créateur avec le no-code là, elle est en train d'exploser. On voit plus en plus. Rien que de pouvoir faire une newsletter c'était pas très compliqué avant, mais bon, là, t'as toujours des outils où tu veux juste écrire et monétiser ton contenu écrit, bah, tu le fais avec quelques outils, Substack, etc. Et je pense que c'est des opportunités pour chacun de faire ce qui vraiment le passionne et de faire de l'argent avec cette passion, quoi. Ouais, parce que ce que je dirais aussi côté client, entre guillemets, c'est que les gens aussi sont plus prêts à payer, peut-être des plus petites sommes, mais tu vois, par exemple, s'abonner à une newsletter, il y a quelques années, ça aurait été inconcevable. Tu vois, je veux dire, il y a quelques années, les gens, ils faisaient tout pour plus avoir de mails, etc. Et là, on revient, et c'est grâce aux outils côté créateur. Les créateurs peuvent faire facilement des choses très quali. Et donc, il y a des gens maintenant qui sont à nouveau prêts à payer, à s'abonner. On a de plus en plus cette culture, je trouve, du micro-abonnement, des trucs. Tu vois, alors après, bon, il y a un problème, c'est qu'on commence à t'abonner à plein de choses, c'est un peu chiant. Mais ouais, je suis assez d'accord, et tout ça va vraiment dans le même sens. Ouais, Yoann Lopez qui a fait Snowball et qui a fait en moins d'un an, presque 100 000 euros de MRR, je crois. Annuel, je crois. Non, annuel. Annuel, c'est quand même colossal. Enfin, après, il y a un grand travail, hein, je connais pas très bien le dossier, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. On coupera peut-être ça. Mais en lançant Snowball, sa newsletter autour de l'investissement et quelques produits à côté, si pas de bêtises, des conseils, il a quand même réussi à monétiser une force qui est quand même assez... Ça, l'appli Glide est assez inspirante, en fait, et sur les gens qui sont prêts à payer. Mais c'est vrai que c'est intéressant, le forfait du micro-paiement, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de lances. Du coup, il y a les Buy Me a Coffee ou même les pizzas. Gumroad aussi, qui permettent de monétiser et qui sont hyper inspirantes. Mais après, je pense que ça rentre dans l'optique, mais je vais me calmer parce qu'après on partira trop loin, de la monétisation et de la mise en avant de soi-même en tant que produit. Voilà, je me tais parce qu'après on va partir dans un débat très long. Punchline. Et je pense que c'est clé, tu vois. Et sur Twitter, ça se passe, c'est que tu veux te créer une marque autour de toi. Et là, typiquement, je vois un produit qui se développe, qui s'appelle Shoutout, qui est lancé par aussi un no-codeur qui bosse en tant que Product Ambassador chez DraftBeat, d'ailleurs. Et en fait, tu peux, en tant que membre, tu peux créer un peu ton mur, ton wall of love, ton mur de... je sais pas comment... D'amour, ouais. Où tu vas storer tous les gens qui t'ont mentionné et tweeté pour un truc cool, tu vois. Et il dit vraiment que ton image de marque, tu vois, ça va être comme ça que tu vas réussir à vendre tes services et choses comme ça. Et donc, tu connais Jack Butcher? Non? Bah, en gros, c'est un très bon sur design et simple et tout ça. Et en gros, sa devise, c'est build once, sell twice, donc construis une fois et vends plusieurs fois. En fait, bon, il vend des cours, des e-books et un peu des workshop tracks où, il a son compte Twitter et son outil de générer des ventes, et il drop des tweets tu regardes, il a un nombre de déjà followers incroyable, et c'est vraiment là-dessus qui travaille son image et son produit, quoi. Et après il vend ça sur Gumroad ou des trucs comme ça, où c'est vraiment Twitter son site vitrine, quoi, où il balance un peu de valeur de temps en temps et les gens ils se disent tiens, j'ai envie d'acheter, en fait. Tout ça est passionnant. On va arriver sur la fin de l'épisode. Non, mais il n'y a aucun souci, c'était très cool. Juste pour finir, après j'aurai deux dernières questions, mais parle-nous un petit peu justement de ta fin d'année, puis tes projets à venir pour 2021, sachant que tu vas lancer des projets. Tu nous as évoqué tout à l'heure un projet que tu allais sortir. Est-ce que ça, c'est dans le cadre de Launch MBA? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Launch MBA? Voilà, on finit un peu l'année comme ça. Alors, Launch MBA, je viens de rejoindre ça. C'est en gros donc Kiran qui a lancé ça, qui a pour objectif de aider des gens, des makers à, dans un an, avoir lancé un produit où ils gagnent de l'argent, où ils sont profitables. Et donc, l'idée, c'est qu'en lançant en lançant plusieurs produits que tu vas un jour arriver à ça. C'est en traitement 6-7 fois que tu vas finir par le 8e produit à ce qui marche. Donc le concept, c'est 12 produits en 12 mois. Ça sera certainement pas possible pour moi, mais c'est un peu l'idée de rejoindre la communauté et aussi de me challenger moi
de lancer un produit ou quelque chose que je pourrais monétiser. J'ai pas encore vraiment fait ça je l'ai pas fait tout seul, et c'est un peu l'objectif de 2021 aussi. Et à part ça, l'autre projet sur lequel je bosse s'appelle Passion, où typiquement c'est autour de l'économie du créateur, où je fais ça avec un Américain qui a eu l'idée, et moi j'ai construit ça sur Bubble, où en fait, ça veut choper le meilleur contenu de créateurs indépendants pour que les gens découvrent, et que ça soit une plateforme pour ces créateurs de vendre leur contenu, etc. Donc c'est fait sur Bubble et ça va bientôt se lancer. On lance doucement ça. Tu l'as rencontré sur Twitter, j'imagine? Sur Twitter, via un Kepa. Typiquement. Okay. Et la connexion marrante, c'est que lui est assistant coach d'une équipe de golf universitaire aux États-Unis. Okay. Donc c'est un peu comme ça qu'on a un peu vraiment connecté au-delà de juste un Kepa. Ouais. Et ouais, on avait parlé un peu. Il savait que j'étais pas un no-codeur, on va dire. Et quand il a eu cette idée, il s'est dit tiens Pierre, est-ce que ça t'intéresse de construire ça? C'est chouette. Donc... Est-ce que tu peux dire juste ce que c'est Kepa? Parce que je trouve que ça, c'était, je sais pas où ça en est maintenant, mais je trouve que c'était un des très beaux projets du premier confinement. Enfin, ça a été vraiment complètement lié, si tu peux expliquer. Alors, c'était un peu comment t'appelles ça? Un café un peu random où tu mettais des slots dans ta semaine où tu dis tiens, je suis dispo pour des créneaux pour un de Zoom, temps, un call Zoom de 30 minutes, qui est un peu tiens, je vais au café rencontrer quelqu'un. Et en fait, tu te faisais matcher un peu random avec des gens qui étaient un petit peu dans la même... C'était très no-codeur ou un petit peu tech, où il y avait aussi des entrepreneurs, des investisseurs aussi un petit peu. Et donc, c'était KP qui avait lancé ça. Là, aujourd'hui, je crois que c'est un peu en pause, et je sais même plus si c'est encore en route, parce que je suis pas, j'en ai pas refait, parce que c'est vrai que là, c'était à l'époque, c'était cool, parce qu'on était vraiment confinés. C'était un super moyen dans ta journée où de toute façon, t'allais voir personne, de rencontrer quelqu'un de random, d'aléatoire, on va dire, tu sais que des mots anglais, à travers le monde. Non, j'avoue que j'en ai jamais fait. On a parlé plein de fois, j'en ai parlé avec vous deux, et j'attendais, et j'étais hyper inspiré par le fait que tu rencontres plein de gens, et au final, je me suis jamais motivé. Faut dire, après, c'était un moment où on passait beaucoup de temps à faire les formations, mais... Et des fois, je suis un peu timide aussi sur ces trucs-là. Mais moi, franchement, c'était au chaque début de call, tu vois. Enfin, je suis un peu introverti, tu vois, et je me disais, mais attends, ça se trouve, on va rien avoir à se dire. Et on va un peu se regarder comme ça, dire, ok, bon, bah, cool, voilà, quoi, c'était sympa de t'avoir rencontré. Mais ouais, c'était. Et en fait, à chaque fois, ça a été intéressant. Les 90%, il y en a peut-être un ou deux où on n'avait pas grand-chose à te raconter, mais c'était toujours cool, il y a toujours eu des bons échanges. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de ces no-codeurs de Twitter via Kepa, parce que c'est vrai que la première audience, c'était beaucoup de no-codeurs dans le réseau de KP qui avait lancé ça. Cool. Super intéressant. Bah écoute, on a fait une belle rétrospective, je trouve. Je sais pas si tu avais des choses... un peu à ajouter, ou enfin un peu tout évoquer. Du coup, j'ai deux dernières questions. Donc il y a la question qu'on pose à tous nos invités, qui est, alors, tu nous as évoqué plein de side projects. Est-ce qu'il y en a un encore sur lequel tu n'as pas encore travaillé, et que si jamais tu avais plus de temps, tu vois, tu ferais, tu vois, un side project à faire avec des outils no-code, hein. Et si oui, quels seraient ces outils aussi? Est-ce que tu as une idée, tu vois, dans ta besace, que tu te dis, bon... Non, parce que je pense que si j'avais une idée comme ça où je me dis j'ai envie de la faire, je l'aurais déjà fait. Ouais, je serais déjà en train de bosser dessus. Ouais. C'est la beauté des outils no-code, c'est que t'as une idée, 5 minutes plus tard, t'es en train de j'espère de la valider avant de la construire, mais non, j'ai pas encore d'idée où je me dis tiens, il y a un truc cool à faire. C'est une bonne réponse. Après, c'est des gens qui n'ont pas forcément le temps de faire toutes leurs idées, mais après, c'est aussi une question de choix, finalement. J'ai pas une grande liste d'idées en plus. Je suis pas, il y en a de temps en temps qui arrivent, et je suis pas créatif. J'ai pas 10 idées par jour comme certains. Tiens, moi j'ai 10 idées par jour, je pourrais lancer 10 projets par jour. Je suis pas du tout comme ça. C'est hyper bien aussi de faire les projets des autres, hein. Tu vois, de mettre à profit ces compétences de nos codeurs ou d'autres pour aider aussi d'autres gens qui n'ont pas encore ces skills à pousser leurs idées, hein. Bon, je trouve ça hyper cool, hein. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de side project. D'ailleurs, une plateforme où il y a des gens qui mettraient des idées et d'autres gens qui pourraient... Enfin, ça doit exister d'ailleurs, d'avoir des trucs un peu similaires, mais un truc un peu détendu. Bon, on gardera ça pour le 3e confinement, que j'espère n'aura jamais lieu. Où est-ce qu'on peut te suivre?
Twitter, évidemment. Twitter, évidemment. Et après, je suis un petit peu sur LinkedIn, même si je m'en éloigne de plus en plus. Ouais. Et j'ai un site CV portfolio pierretillemans.com et voilà. Bon, on mettra tous les liens. J'ai une dernière question en fait sur Twitter. Je crois pas qu'on a vraiment évoqué ce point, mais moi je trouve que Twitter c'est super, mais t'es un peu dans une bulle no code. Tu vois, mais justement, je veux pas faire la réponse avant la question. Moi, j'ai l'impression que nous, on est un peu dans une bulle. Après, on n'est pas très actif sur Twitter, mais on a du mal un peu à s'échapper de ça. Et comme nous, on veut beaucoup évangéliser et faire connaître le no-code à des gens, est-ce que toi, tu as l'impression d'arriver un peu à faire ça sur Twitter ? Ou est-ce que c'est pas obligé, hein, c'est pas non plus forcément ta mission. Mais tu vois, c'est pour ça que j'aime bien LinkedIn, même si pendant longtemps, ça me revenait pas. Tu vois, comme m'a dit un invité, ça fait un peu la cogip, des fois un peu la caméra café, quoi. Mais ouais, je sais pas. Est-ce que t'as pas ce sentiment Mais je pense que déjà, Twitter est bien moins populaire en France, Ouais. bien moins utilisé. Et c'est vrai que moi aussi, je suis dans la bulle no code. J'ai que des tweets no code, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a des bulles un peu partout. Et est-ce que tu fais l'effort, par exemple, d'aller essayer de suivre, par exemple, le hashtag no code, tu vas voir des nouvelles personnes, tu vois, trouver des nouvelles personnes, quand même qui parlent déjà du no code, hein, mais Pas vraiment. ouais, c'est pas. Ouais, parce que je pense que Ça vient de proche en proche, peut-être. Ouais, des fois, il y a des c'est mentions, que, tu suis. Des disons, gens. il y a déjà, c'est un peu ces 100 Days of No Code qui a fait un peu qui touche un petit peu des gens, j'ai l'impression, d'en dehors, qui, lui aussi fait du LinkedIn aussi, donc j'imagine qu'il y a des gens qui viennent de là. Mais c'est vrai que, Twitter est un petit peu cet écosystème bien fermé, où c'est vrai que si tu mets pas un hashtag no code, tu tomberas certainement pas dans mon feed, et c'est vrai que j'essaye de garder un peu qui je suis, un petit peu concentré, pour justement essayer de nouer un peu des relations plus sérieuses, plus non, mais je vois, avec hein. ces gens-là, et c'est Okay. Non, mais ça ça répond bien à ma question, mais c'est aussi, je sais, des logiques un peu différentes. Nous, on essaie de conquérir un peu des nouvelles personnes qui connaîtraient pas encore le no-code. Et c'est vrai que pour nous, je pense que du coup, Twitter est moins adapté. Mais Twitter, on devrait s'en servir plus si on avait plus le temps pour maintenir plus de liens à l'international. Tu vois, je pense que c'est ça qui nous manque un petit peu. Mais bon. Bon, alors on a eu un petit problème en fait à la fin de l'enregistrement parce qu'il n'y avait plus de piles dans l'enregistreur et il n'y avait pas aucune pile dans le bureau, donc on n'a pas pu finir et avoir un petit mot de la fin de Pierre. Bon, vous l'avez compris, Pierre est dans la communauté. Si vous avez des questions, si vous voulez, n'hésitez pas à rejoindre le Slack de No Code France et puis on pourra avoir une petite conclusion là-bas parce que là ça s'est arrêté un petit peu abruptement. Voilà, c'est un petit peu les inconvénients du direct. Si on n'est pas en direct, mais voilà, je suis désolé pour ce couac, mais bon, voilà, on était sur la fin de toute façon, donc on n'a pas pu se dire au revoir, en tout cas à l'antenne. On n'a pas manqué de le faire évidemment en présentiel puisqu'on était l'un à côté de l'autre avec les distances de sécurité, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est la fin de la saison 3. On va faire un petit break, je vais m'accorder quelques petites vacances, mais on vous a donné plein de contenu au mois de décembre, donc je suis sûr que le temps que vous écoutiez tout, on va se retrouver au mois de janvier pour une nouvelle saison, la saison 4. On verra toujours plus de gens inspirants. D'ici là, on se retrouve sur le Slack de No Code France, sur Twitter, sur LinkedIn, où vous voulez. N'hésitez pas, si vous avez des idées de gens que je devrais inviter, je suis preneur, vous le savez. Voilà, des gens inspirants, des gens qui font des choses avec des outils no-code, qui prennent des positions, qui font avancer les choses. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis voilà, on va tous ensemble essayer de faire que 2021 soit une belle année. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis, je vous retrouve en 2021 pour la saison 4. À très bientôt.